Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Planète Terre dans le studio 1062 de la Maison de la Radio. Dany Journeau et Catherine Madior nous accompagnent en régie. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Dans cette émission exceptionnelle, enregistrée le 26 mars 2012, avec la grande sociologue américaine Saskia Sassen, professeure à l'Université Columbia de New York, Planète Terre évoque les mutations de la mondialisation. Dans cet entretien exclusif, l'auteur de La globalisation, une sociologie, et de la ville globale, décrypte les nouveaux lieux et territoires qui fabriquent la mondialisation. Nous parlerons donc de réseaux numériques, de firmes multinationales, de propriétés agricoles géantes, du G20, de salles de marché. Saskia Sassen raconte comment la globalisation se loge dans chacun des pays du monde. Elle raconte comment la mondialisation innove, parfois dangereusement à l'insu des gens, en utilisant les particularités de chaque pays. Alors que la mobilisation contre la globalisation est devenue l'un des thèmes de campagne dans les vies politiques européennes, Planète Terre vous invite à décentrer notre regard avec Saskia Sassen. Où en est la mondialisation ? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Donc nous continuons après l'émission de la semaine dernière, second volet de notre émission avec Saskia Sassen qui, encore une fois, de passage à Paris, entre Madrid, Londres, New York et Bruxelles et d'autres villes de Belgique, nous fait le plaisir de venir dans les studios de France Culture dans l'émission de Géographie Planète Terre. Bonjour à nouveau Saskia Sassen. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous. Donc la semaine dernière, ou plutôt lors de l'émission précédente, vous avez bien voulu nous éclairer sur ce paradoxe qui est que il n'y a pas d'opposition bipolaire entre d'une part l'État national et d'autre part l'échelle mondiale. Il y a au contraire des recoupements, ce qui vous amène ce qui vous a amené à parler lors de la dernière émission plutôt de dénationalisation d'un certain nombre d'éléments qui structuraient jusqu'à présent l'État national et l'État-nation. Oui. Il y a une autre notion sur laquelle vous travaillez beaucoup depuis quelques années et que vous avez envie de pouvoir expliquer aux auditeurs de Planète Terre, qui est celle que vous appelez les trous dans le tissu national, Exactement. Dans le tissu des États nationaux. Et ces trous, évidemment, c'est une autre manière que vous proposez pour nous permettre d'appréhender cette évolution qu'est la mondialisation. Alors, on est évidemment très sensible en géographie à cette métaphore, on va dire, drapière, n'est-ce pas ? Et je vois aux magnifiques tissus dont j'ai envie de penser qu'ils sont d'origine asiatique que vous portez, que ce n'est certainement pas par hasard que vous avez trouvé à utiliser cette métaphore du trou dans un tissu national. Alors, que voulez-vous dire et à quoi pensez-vous ? Je me rends compte, quand vous le dites comme ça, que la ville globale, en effet, c'est une espèce de petit trou aussi, n'est-ce pas ? Mais maintenant, quand la Chine alors achète, c'est qu'on a parlé déjà un peu, n'est-ce pas ? Achète-t-elle une partie de la terre des pays étrangers ? Quand même, qu'est-ce que se passe là ? Il faut se vraiment demander, est-ce que ça affecte toute la notion des territoires souverains avec l'autorité exclusive de l'État national. Si on voit qu'il y a tant de achats, l'échelle des achats, moi je me demande, est-ce que ça veut dire que se passe là quelque chose qu'il faut récupérer conceptuellement? On ne peut pas dire simplement « Ah, la Chine a acheté 3 millions d'hectares ». Elle a acheté beaucoup plus dans plusieurs des pays. Alors je disais justement qu'il y a 200 millions et plus de terres qui ont été achetées. Dans le monde, 200 millions d'hectares. Ça, c'est en Amérique du Sud, en Afrique, en Ukraine, en Russie. C'est très compliqué d'acheter là. Aussi à l'Afrique du Nord, au Soudan, beaucoup au Soudan. La Corée achète au Soudan, la Suède achète au Soudan. Mais qui vend, Saskia Sassen ? Ceux qui vendent la terre, dans tous ces cas, c'est la plupart, c'est les gouvernements. Alors, ce sont des élites à l'intérieur du gouvernement, ce sont aussi des gouvernements qui ont été un peu détruits par toute la restructuration du Fonds monétaire international depuis les années 80. Ça fait partie du projet néolibéral aussi. Le consensus de Washington.
Exactement. Alors, je dis toujours que ce travail qu'ont fait le Fonds monétaire international, l'Organisation internationale du travail, la Banque mondiale et toutes les autres institutions qui ont fait ce travail d'implémenter une nouvelle logique à l'intérieur des pays souverains, ça quand même a eu comme effet aussi une débilitation, une corruption de gouvernements dans le pays qu'on dit pauvres, même si maintenant plus et plus découvrent le pétrole. Ils sont tellement riches, mais la richesse va seulement à quelques-uns. À les élites. Alors, c'est très problématique. Mais alors, cette notion de trou, je ne sais pas si c'est très élégante quand même. En tout cas, c'est très parlant. Et c'est quand même c'est parlant, qui compte. Ça communique, n'est-ce voilà, pas? Oui, exactement. oui, c'est ça que je... Et je pense aux des autres trous, parce que, par exemple, le système financier, vraiment, pour fonctionner comme il fonctionne, il dénationalise des espaces institutionnels à l'intérieur de chaque pays. Alors, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce que vous appelez espace institutionnel, Saskia Sassen? Ça veut dire le marché, la bourse, mais aussi l'espace plus ample que peut-être un peu l'espace ville globale, où il y a une internationalisation de toute une série de firmes, d'entreprises qui produisent, l'image que moi j'aime beaucoup, c'est qu'ils produisent les capacités organisationnelles. Les compétences organisationnelles. Oui, mais on peut le vendre, des compétences qu'on peut vendre, disons, et qu'on peut acheter. Par exemple? Des choses qui ont à voir à la comptabilité créative, comme on disait, vous savez, des innovations incroyables au niveau de la comptabilité, ce qu'on appelle aussi des ordres privés, private orderings, que utilise souvent la loi d'un pays, mais l'insère dans une situation institutionnelle sous le contrôle privé, disons. Alors, il y a des choses assez compliquées et encore une fois, ils ne font pas visible le fait qu'ils ne sont pas simplement nationaux. Mais un autre très bon exemple, c'est la question de la firme mondialisée, the global firm. En français, on dit les firmes multinationales. Les fameuses firmes multinationales. Maintenant, il y a un autre statut, que c'est plutôt une firme dénationalisée. C'est pas clair quelle nationalité. Mais il y a toujours quand même une nationalité. Mais ce que je veux dire, comme personne juridique, ça n'existe pas, la firme mondialisée. La global firm n'existe pas. Oui, il n'y a pas un statut juridique de l'entreprise mondiale. Mais quand même, il y a plus de 300 000 firmes qui se conduisent comme s'ils sont de firmes globales. Alors, how do you close the gap? Qu'est-ce que se passe là? Comment on réduit cet écart entre la réalité de ces entreprises et le statut juridique qui reste un statut juridique national? Exactement. Alors, si on examine ça avec beaucoup de détails, on voit que ce sont des instruments de l'État national qui génère un espace institutionnel un peu neutral qui donne de certaines sécurités de contrats, de droits, etc. à ces firmes étrangères. Alors ça c'est un exemple d'un espace institutionnel qui n'est pas totalement mondialisé, il n'est pas totalement national, il est standardisé au niveau mondial. Une firme allemande, américaine, brésilienne, qui opère dans 70 pays du monde, ou 89 pays du monde. C'est toujours la même situation. Même si le pays, les lois nationales, le gouvernement sont complètement différents. Alors, ça, c'est une petite merveille, si on y pense. Et ça, pour moi, ce sont des espaces institutionnalisés, dénationalisé. Alors, ce n'est pas dans la firme, c'est à l'intérieur de chaque État-nation qui est membre signatoire de l'Organisation internationale du commerce, etc., etc. Ça, c'est un espace qui s'y a été fait. Et pourtant, Saskia Sassen, vous écrivez qu'il est faux de dire que la mondialisation homogénéise les États. C'est-à-dire que l'évolution dont vous parlez, il faut comprendre qu'elle se fait, on va dire, selon des normes et de la production législative ou juridique qui est spécifique à chaque État. Exactement. Il y a là ça que se présente comme une contradiction. Pour faire cet espace homogène
de la firme globale qui n'existe pas juridiquement, chaque pays est différent dans les instruments qu'ils ont utilisés. Dans certains pays, c'est le judiciaire. Dans d'autres pays, c'est le pouvoir exécutif et des directions de mandats administratifs. Dans d'autres, c'est le législatif. Alors, je trouve ça une tension tellement intéressante que pour produire des zones standardisées au niveau mondialisé, il faut utiliser la particularité de chaque pays. Alors, ça génère aussi, encore une fois, une espèce d'invisibilité du fait du mondialisé à l'intérieur du national. Alors, il faut toujours ce travail un peu herméneutique presque, de décodifier qu'est-ce que je regarde. Ce que je regarde, c'est vraiment national, ou ça se vête du national. Ça s'habille du national, mais ce n'est pas le national, c'est une autre chose. Est-ce que les zones franches, Saskia Sassen, sur lesquelles, en France, avec toute une équipe de géographes, a beaucoup travaillé François Beau, est-ce que les zones franches vous paraissent emblématiques de cette évolution et donc de ces trous que la mondialisation organise dans les États-nations? Oui, mais ce sont le plus simple. Ça, c'est assez transparent. Moi, je suis très intéressée dans ce qui se présente comme national, toutes les conditionnalités de la Banque centrale en chaque pays et du ministre des Finances. Beaucoup du global, là. Mais tout avec l'apparence que c'est national. Par exemple, la zone franche se présente comme zone franche. Alors, vous savez, c'est un peu différent. Ça fait partie du trou, et c'est pour moi une question d'échelle. S'il y a très peu, c'est presque pas un trou, mais quand il y a tant de zones franches comme là maintenant, comment ça commence à changer? Ouais. Est-ce que vous diriez, Saskia Sassen, que les réunions internationales de type G8 ou G20, puisque le G20 est devenu institutionnalisé au niveau des chefs d'État et de gouvernement depuis la crise économique et financière de 2008. Est-ce que vous diriez que les G8 et les G20 sont au service de cette évolution que vous décrivez et donc sont finalement, contrairement aux apparences, un type de travail intergouvernemental très différent de celui qui a été mis en place entre 1945 et 1975, dans le cadre, disons, de la matrice des accords de Bretton Woods, qui a créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parce que je vous pose la question notamment parce que en France, il y a un de vos collègues, grand sociologue des relations internationales, Bertrand Badi, qui pense que les réunions de type G8 et G20, c'est finalement le retour d'une forme oligopolistique de gestion intergouvernementale par certains États-nations, d'une espèce de club, de diplomatie de club. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que ces G8 et ces G20, contrairement aux apparences, c'est pareil que les réunions... que Bretton Woods et que les réunions intergouvernementales qui ont eu lieu de 1945 à 1975. Oui. Non, exactement. Vous avez bien dit ce que moi je pense. Je pense que le Bretton Woods, spécialement si on prend Keynes, ce que lui disait, il faut établir un système international pour protéger le pays national de fluctuations excessives internationales. Et il a dit, c'était très intéressant, c'est un sujet qui retourne maintenant, on ne peut pas faire ça avec chaque pays, avec sa monnaie. Il faut inventer une monnaie internationale qu'il appelle Standard Drawing Rights, SDRs. Et maintenant, avec toute cette crise, on retourne à ce concept. C'était les États-Unis qui n'ont pas voulu ça, parce que les États-Unis voulaient maintenir un certain contrôle qu'il avait avec, étant la monnaie dominante, n'est-ce pas? Le dollar, bien sûr, a été monnaie dominante, la monnaie internationale jusqu'en 1971. Alors, pour moi, quand commence la mondialisation dans les années 40, dans les années 80, c'est l'opposé. C'est la installation d'un système mondialisé à l'intérieur, dans des espaces stratégiques du national. Alors, c'est l'opposé de ce que voulait le Bretton Woods, que c'est établir une espèce d'intermédiation internationale pour protéger aux économies nationales de fluctuations excessives dans l'international. Et je répète, pour faire ça, il fallait un nouvel type de monnaie, n'est-ce pas? Et ça a été, dit, maintenant, on ne peut pas faire ça. Et maintenant,
Je trouve ça tellement intéressant. Mais oui, c'est comme ça. Alors moi, je pense, et j'ai été bien sûr critiquée, etc., parce que beaucoup de gens voient une continuation. L'autre différence pour moi, c'est que beaucoup de gens ont dit, quand émerge le banque transnationale, ce sont les années 60, 70, ça c'est le début. J'ai dit non. Tandis qu'il y avait le grand banque, le vieil Citibank, le vieil Bank of America, le grand banque Paribas, etc., qui dominait toute la fonction bancaire financière, ce type de mondialisation que émerge dans les derniers 30 ans ne pouvait pas apparaître. C'est quand ils sont en crise, parce qu'ils vont en crise dans la moitié des années, exactement, et alors ça ouvre un champ opérationnel pour ceux qui étaient de firmes beaucoup moins régulées par l'État dans tant de pays. Ça ouvre un champ opérationnel. Alors le Goldman Sachs et JP Morgan, vous aussi avez en France de maisons très spécialisées ou du financier, moins réguliers que les grandes banques traditionnelles, n'est-ce pas? Et c'est ça, comme pour moi, c'est mon interprétation. Et ça devient un espace sauvage. Très différent. Sauvage au sens de sans règles? Sans trop de règles, très agressif. On voit ça très fort à Londres, on voit ça dans beaucoup de lieux. Hein. Le film Inside Job, le documentaire que vous... Exactement, montre ça très bien. C'est formidable ce film. Bien. Je vous laisse, Saskia Sassen, si vous en êtes d'accord, vous interroger sur un autre type à la fois d'espace et de production sur lequel vous insistez beaucoup et de façon, me semble-t-il, là aussi assez rare, hein, sur l'espace ou les espaces numériques. Hein. Vous indiquez que, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, d'une part, il n'y a pas aussi peu de contrôle qu'on le croit de l'État sur les espaces numériques, et qu'en fait, la vraie question à laquelle vous nous incitez, la vraie question que vous nous incitez à nous poser, c'est plutôt de regarder du côté de ces espaces numériques que vous appelez privés, et sur lesquels, finalement, vous, moi, on va dire l'internaute ordinaire, connaît très peu de choses, alors que c'est vraiment ces espaces numériques de type privé, que ça soit privé notamment pour des raisons de transactions financières ou pour des raisons parce qu'ils sont mis en place dans le cadre d'activités économiques, que c'est là en fait que ça se joue et que c'est vraiment là qu'on voit que le rôle ou le contrôle de l'État est en train de changer radicalement sur, disons, la façon dont se passe un certain nombre de transactions économiques. Oui. C'est un espace de contradiction, hein? Mais dans le privé, je veux remarquer simplement 2 exemples pour illuminer ce que j'ai dit. Alors, dans l'espace numérique, les finances, certainement, sont une vanguard. Le plus innovatif utilisateur de ces capacités numériques, ce sont les acteurs financiers. C'est dommage, mais c'est comme ça. Connectés 24 heures sur 24. Alors, par exemple, la plupart des transactions financières, maintenant, c'est dans un espace très, très privé. Ces 60-30 trillions de qui je parlais, ça, c'est beaucoup, très, très privé. Mais, deuxième exemple, alors c'est un espace qu'on n'a pas accès. On n'a pas, là, c'est une frontière. Aucun trafiquant on peut porter au-delà de cette frontière, hein, beaucoup plus fort que le mur qu'on a construit entre États-Unis et Mexique, disons. Deuxième exemple, la bourse de Paris est owned. Elle est possédée. Elle est possédée par une firme qui aussi possède la bourse de New York, la bourse d'Amsterdam, la bourse de Bruxelles et la bourse de Lisbonne. Et maintenant, la bourse de Francfort a cherché d'acheter tout ça, ça n'a pas réussi. On a dit « enough ». Le gouvernement dit « enough ». Mais alors, quels sont les actionnaires alors de cette organisation ça, ce sont des formations. De bourse. Alors, dans la bourse, on a un moment d'espace public. Il prend ton argent et mon argent un peu comme ça, n'est-ce pas? Il faut une petite intermédiation, mais quand même. Mais à la fin, c'est un espace qui devient très, très privé et très fort. Et c'est un espace très avant-garde parce que c'est un network space. Alors, on maintient chacune de ces bourses où elle est. Ce n'est pas le vieux modèle de mergers and acquisitions où une grande firme achète une autre grande firme et pas de élimine certaines choses.
Pas de fusion, exactement. C'est une open platform. Mais au but, alors ça semble très digital, très open, mais à la fin, il y a une espèce de pyramide, à la fin, c'est très contrôlé, c'est propriété privée. Alors comment est-ce qu'on commence à théoriser ça dans un simple binaire, c'est privé ou c'est public? Et ça, c'est pour ça que la finance est vraiment dangereuse. Elle est d'une innovation terrible, hein? C'est vraiment dangereux. Mais je crois aussi qu'il y a de capacités pour le monde, l'acteur de société civile, de générer une socialité très fine, qui va au-delà du tribal, au-delà du voisin, du voisinage, n'est-ce pas? Au-delà du communautaire, donc. Au-delà du communautaire, exactement. Il n'y a pas besoin d'avoir tant de connaissances sur l'autre pour qu'il y ait du trust, hein, de la confiance. Alors ça, c'est un grand pouvoir pour la société civile de se mondialiser à travers une socialité très, très fine. Mais vous voyez, Saskia Sassen, là, question qui me vient. On pourrait pourtant avoir le sentiment, et vous en parlez par ailleurs dans vos ouvrages depuis la ville globale, que cette évolution a, entre autres conséquences, une fragmentation de l'espace urbain qui correspondrait, pour dire les choses rapidement, à une communautarisation des sociétés, non seulement urbaines, mais voire mondiales. Alors comment vous faites tenir ensemble ce sentiment que vous avez d'apercevoir dans ces évolutions quelque chose qui ressemblerait finalement à une société mondiale, au-delà du communautaire, et en même temps cette fragmentation liée au fait que, comme vous l'expliquez, il y a énormément de migrants de quartiers post-coloniaux finalement qui viennent constituer la ville mondiale et qui s'articulent plus ou moins bien avec ces fameux Central Business District et les salles de marché. Oui. Non, l'espace urbain est vraiment, je crois, un peu bouleversé par toutes ces choses. Et dans l'espace digital de société civile, on trouve d'un côté, c'est une variable, d'un côté la tribalisation, la retribalisation, alors communautarisation. Comme Facebook permettent ça beaucoup, n'est-ce pas? C'est devient des réseaux, peut-être ils sont mondiaux, mais ils sont très privés. L'entre-soi. Une petite, l'entre-soi, exactement. Comme dit mais de Jacques l'autre Lévy. côté, je dis, il y a aussi cette possibilité le Twitter est beaucoup mieux, je pense, que Facebook dans ce cas, de produire une socialité tellement fine. Moi, je suis très active sur Twitter, mais c'est tout sur la politique, de choses qui se passent, c'est pas le personnel. Alors, toutes ces choses sont invariables, n'est-ce pas? Je fais aussi travail où je me demande, ceux qui n'ont pas le pouvoir, est-ce qu'ils peuvent faire l'histoire, hein? Même s'ils ne deviennent pas empowered dans cette sphère d'histoire. Et c'est encore une fois aussi une espèce d'invisibilité là. Et je crois que le milieu digital peut aussi aider dans ces projets. Le Tahrir Square, le Occupy Movement ont un peu de ça, hein. La partie la plus importante, c'est quand même l'occupation, le travail d'occuper. Mais là, ce sont des choses où le digital fait partie d'une écologie plus ample. C'est pas seulement le moment technologique, il y a tant d'autres choses, un projet politique, etc. Alors, dans ces écologies plus complexes, le digital peut avoir des fonctions beaucoup plus intéressantes que si on le pense seulement au niveau très étroitement de communication, échange d'informations, n'est-ce pas? Et le finance opère aussi dans une écologie plus ample. C'est pour ça que c'est la logique du financier, c'est pas la logique de l'ingénieur qui a fait ce réseau. Ces réseaux, même si le finance dépend de ce réseau. Alors, la même chose avec la société civile, que la logique de l'acteur de société civile n'est pas la logique de l'ingénieur qui a designé la technologie, n'est-ce pas? Il y a une écologie plus ample. Cette écologie plus ample importe. C'est seulement le privé en soi, ou c'est aussi une aperture à un monde plus ample où il n'y a pas besoin de connaître l'autre personne vraiment, 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 pour avoir une espèce de projet qu'on peut compartir. Mais pourtant, est-ce qu'il n'y a pas un risque fort par rapport à la virtualité ou à la potentialité que vous indiquez à l'instant, à savoir que ça soit Facebook ou que ça soit Twitter ou d'autres réseaux sociaux, on pourrait penser à Viadeo, à LinkedIn, etc.,
ou même à l'ICANN, si on pense à l'organisation internationale qui Oui, gère oui. les noms de domaine, l'ICANN, est-ce que la contradiction ne vient pas du fait que l'ensemble de ces grands acteurs qui permettent cette sociabilité sont des entreprises privées? Oui. C'est une énorme différence avec l'espace public. Ça, c'est un problème très grand. Ça n'a pas commencé comme ça au début, dans les années 70. Alors ça, il y a la logique de privatiser. Ben, c'est pour en ça même temps, ils ont créé. Là, on a vraiment des entrepreneurs très innovants. Ouais. Tout le monde est très content. Enfin, tous ceux qui sont sur Facebook sont très, très contents que Mark Zuckerberg l'ait inventé. Ouais. Mais ça finit par créer une contradiction. Oui, et ça finit par nous utiliser aussi, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours... Tous ces espaces complexes sont des variables et ils sont chargés avec des contradictions. Alors, il faut savoir quelle écologie est de laquelle on utilise, dans quelle écologie est-ce qu'on utilise ces capacités digitales. Eh bien, Saskia Sassen, on en restera là car l'émission arrive à son terme. Merci pour vos précieux éclairages et pour ces deux volets, donc ces deux entretiens que vous avez bien voulu accorder à Planète Terre. Et je vous souhaite donc une très bonne continuation globale à travers toutes les villes du monde qui vous attendent et qui vous sollicitent, Saskia Sassen. Merci beaucoup. Merci. C'était Planète Terre, consacré aujourd'hui à Où en est la mondialisation avec Saskia Sassen. Vous pouvez bien entendu retrouver Saskia Sassen dans ses livres, il y en a 3 en particulier, La ville globale, Critique de l'État, territoire, autorité et droit de l'époque médiévale à nos jours, et enfin La globalisation, une sociologie.